Bonjour Nicolas Marié. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors Nicolas, vous êtes comédien, vous partagez entre évidemment le doublage. C'est sur cette partie de votre carrière qu'on va revenir ensemble aujourd'hui, mais aussi avec le théâtre, la télévision et le cinéma, dont vous avez d'ailleurs été récompensé cette année par le César du meilleur second rôle dans le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment et à quel moment est venue cette envie de devenir comédien ? Je ne sais pas s'il y a une période particulière. Non, j'ai toujours voulu faire ça, c'est terrible quoi, parce que je ne sais pas faire autre chose en plus. Donc si j'avais pas pu le faire, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Non, mais je môme. Déjà, j'avais 10 ans, 12 ans, je me souviens. Je me déguisais devant la glace et puis je faisais des conneries avec des bottes, des machins comme ça. Donc non, j'ai toujours voulu faire ça. J'étais bon en récitation quand j'étais môme. Et puis finalement, après, ça s'est fait de soi-même. J'avais rencontré un acteur qui s'appelait, comment il s'appelait, Jacques Thébault, qui faisait beaucoup de synchro à l'époque. Enfin, quand j'ai eu 17 ans, 16 ans, il connaissait mon beau-père, enfin je passe les détails, et du coup je l'ai appelé pour faire de la synchro éventuellement, et il m'avait dit, écoute, commence par passer ton bac, et puis après on verra. Donc j'ai passé mon bac, et puis après j'ai pas fait de synchro, je suis parti complètement dans autre chose pour monter une troupe de théâtre. Et puis je suis venu à la synchro beaucoup plus tard, 7 ou 8 ans après le bac. D'accord. Du coup, c'est arrivé par quel biais, par qui, comment, sur quoi ? Justement, par Jacques Thébaut. Parce que du coup, c'est ça. J'avais eu ce premier coup de fil-là. Puis après, comme j'étais revenu sur Paris, le premier que j'ai appelé, c'est lui. Et il m'a dit, écoute, viens. À l'époque, c'était une boîte qui s'appelait Synchro Mondial, qui était une très bonne boîte de doublage. Et puis, le premier essai, je l'ai fait. Mon premier enregistrement, je l'ai fait avec lui. J'avais un trac fou parce que je ne savais pas très bien comment tout ça marchait. Il m'a emmené dans ce qu'on appelle la cabane, c'est-à-dire c'est l'endroit dans lequel on enregistre les extérieurs. Et il m'a dit, je ne sais plus quoi, t'inquiète pas mon poulet, de toute façon ici, si on se trompe, on s'arrête et on reprend, donc ça n'a aucune importance. Ça m'avait complètement décontracté, et puis du coup, voilà, ça a démarré comme ça. Et puis après, ça a été très vite, très vite. Mais c'était la grande époque de la 5 ou la 5e, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette chaîne-là à l'époque. La chaîne de Berlusconi, qui a fait faillite après. Mais donc, où il y avait beaucoup de doublages. Donc ils étaient beaucoup à la recherche d'acteurs. Donc en fait, j'ai profité de ça aussi. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier doublage, pour un rôle important dans une série ? Là, vraiment, vous me posez une colle. Parce que alors c'est peut-être l'âge, mais ceci dit, j'ai toujours été comme ça. Je ne me souviens jamais des noms des acteurs, je ne me souviens jamais des noms des séries, je ne me souviens jamais de rien. Un film, par exemple, je ne m'en souviens pas. Si j'en regarde 3 minutes, tout me revient. Mais les noms des acteurs, le titre des films, ça, alors là, si vous me posez cette question-là, alors là, non, je peux vous citer en revanche quelques rôles en doublage qui m'ont fait plaisir, dont on me parle. Il y a Buffy, dans Buffy contre les vampires, le rôle de Giles, bien sûr, parce que vous êtes là pour ça principalement, si vous avez compris. Il y avait le caméléon aussi. En 1996, ouais. Ça, c'est un très joli souvenir. C'est Michael West dans le rôle de Jarod dans la série Le Caméléon. J'ai découvert la véritable application de mes simulations. Flotte du Pacifique Sud, simulation 118. Vous avez utilisé mes calculs pour faire sauter un bateau entier. Il avait 133 personnes à son bord. Et moi, c'est beaucoup lié aussi au directeur de plateau. C'était Georges Caudron qui dirigeait ça à l'époque. C'était un très bon souvenir, avec des acteurs qui étaient sympas comme tout. C'est un très bon souvenir. Il y avait le dessin animé, c'était le Spider-Man, qu'on appelait Spider-Man. On aurait dû l'appeler Spider-Man, tu vois, on l'appelait Spider-Man. Bon. Et ça aussi, c'était un bon souvenir. Il y avait autre chose aussi, c'était avec Chuck Norris. Ça s'appelait comment ? Walker Texas Ranger. Ouais, c'est ça. Et je faisais le black. Le rôle de Trivette. Ouais, c'est ça. Qui était un très bon acteur. Un très bon acteur. Ouais. On pouvait penser ce qu'on voulait de la série. Mais lui, moi, j'avais un acteur, il était très mouvant. Il avait un éventail qui était assez large. Et puis, il était vachement bien, très présent. C'est un bel acteur. Donc, c'est un joli souvenir aussi. Bon souvenir. Et qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir ? Ce jour-là, il aurait mieux fait de se casser l'autre jambe, mais il a accepté de faire le chauffeur dans un braquage qui a mal tourné. Laissez-moi deviner. C'est Walker qui s'est pointé ? Oui. Et qui a arrêté la bande tout seul ? C'est ça. Bizarre, mais ça ne m'étonne pas.
Donc moi, on parlait tout à l'heure de Buffy, du coup c'est la première fois que j'ai entendu votre voix, donc c'était en 98 dans Buffy contre les vampires. Vous avez doublé pendant 7 ans, 7 saisons Giles, l'observateur de la tueuse, interprété par Anthony Stewart Head. Pour moi, toute cette région est un centre d'énergie mystique où l'on voit des choses curieuses que l'on ne voit nulle part ailleurs. Comme les vampires. Ou les zombies, les loups-garous, les démons, les fantômes, tous ceux que l'on redoute de trouver la nuit sous son lit et à qui on ne pense plus le jour venu. Ils sont tous réels. Vous aviez passé un essai pour ce rôle? Non. Non, pas du tout? Je crois pas, non. Vous me posez une colle. Là aussi, c'est terrible. Alors, vous qui avez interviewé d'autres qui étaient dans cette série, les autres vous ont dit qu'ils avaient passé des essais pour ça? Non. Mais peut-être quand même. Peut-être quand même. Et cet acteur-là, je l'ai retrouvé après. Je l'ai doublé dans d'autres trucs après. Intimidation aussi. Ouais, c'est ça. Intimidation sur Netflix. Ouais. Quel souvenir vous gardez globalement de la série et de ce doublage de Giles? Très bon souvenir. Très bon souvenir. C'était une équipe là aussi d'acteurs. Et il y a eu plusieurs directeurs de plateau là-dessus. Mais c'était un très bon souvenir, ouais. Avec des gens charmants, Claire Guyot, Marc Lesser. Là aussi, les noms. Daniel Douai. Daniel Douai. Oui, tout ça, c'est très beaux acteurs. Virginie Ledieu, tout ça, c'est des gens charmants et très bons acteurs. C'est très important pour moi. Ah oui. Bonjour Willow, tu devrais pas être couché. C'est vous qui me dites ça? Oui. Des nouvelles? Vous ne l'avez pas vu non plus? Non. En tout cas, le monde n'a pas été emporté, puisqu'on est là. Alors, du coup, je suis désolé, je fais beaucoup appel à votre mémoire, mais... ça va être compliqué, là. Est-ce qu'il y a une scène en particulier ou un épisode dans Buffy qui vous a plus marqué qu'un autre? Non. Non. Voilà, je vais te prendre tout de suite. Non. Puis ça commence à être un peu loin. Hein. Ah oui. Vous dites 96? 98. 98, ça fait ça fait 23 ans. Ouais, donc ça commence à faire un peu loin. Mais pourquoi, vous, par exemple, on va changer, inverser les rôles, mais vous, par exemple, il y a un épisode ou une scène particulière qui vous reste de Buffy? Il y a plein d'épisodes, plein de scènes qui nous restent, les fans de Buffy, ouais. Après, pour Giles, on pense à l'épisode où on en a parlé justement avec Daniel dans son interview, où Giles et Joyce mangent du chocolat et retombent en enfance. Ça vous dit quelque chose? Non. C'est fou. Giles qui est dans un personnage un petit peu coincé, le bibliothécaire qui est tout rigide, etc. Là, du coup, redevient un adolescent, il pète les plombs. Ah oui, si, ça y est. Oui, il retourne en adolescent. Ah oui. C'est ça. Oui, si, je me souviens de ça. Ah oui. Et là, c'est marrant parce qu'on entend un Giles qui est complètement dévergondé, alors que d'habitude, il est complètement enfermé dans son... Oui, je me souviens. Dans son truc. Daniel m'a parlé de cet épisode-là dans ses souvenirs. Le flic a un flingue. Est-ce que tu sais t'en servir, Blaireau? Tu vas voir. Fais gaffe. Walking Dead, vous prêtez votre voix au terrible gouverneur de la saison 3, interprété par David Morrissey. Vous l'aviez déjà doublé, il me semble, avant ça, dans Les Châtiments. Vous connaissiez l'univers de Walking Dead avant d'arriver sur le doublage ou pas du tout? Pas du tout. Vous attendiez à rien de spécial, du coup, quand vous êtes arrivé? Vous n'avez pas été déçu? Non, ça m'a amusé, c'était sympa, Walking Dead. Et c'était aussi dirigé par un petit gars qui est sympa comme tout et qui aime les acteurs, qui est acteur lui-même. Et non, c'est un très bon souvenir, ça. Je pensais que cette peur appartenait au passé. Au jour où, amassés devant nos télés, on découvrait, horrifié, le début de l'épidémie. Mais l'effroi qui nous a gagnés à ce moment-là nous a gagnés à nouveau ce soir. Vous êtes également la voix récurrente de Donnie O'Hare, que vous avez doublé sur Brother and Sister, True Blood, dans le rôle du vampire Russell Eddington. Je sais pas qui c'est. Attends, redis-moi son nom. Donnie O'Hare. Il a fait, là dernièrement, il est dans toutes les saisons d'American Horror Story. Ah oui! Oh là là! Merveilleux acteur! Il est génial, American Horror Story. Et puis là aussi, un acteur qui a un éventail extraordinaire. Tu vois, il peut aller à 180 degrés. Dans American Horror Story, au moment où il faisait une espèce de travelot de bonne femme, dans la saison 5. Et d'une crédibilité incroyable. Ouais. Il ne cherchait pas à faire la folle, machin. Il prenait sa voix lui-même et c'était... Enfin, c'est un merveilleux acteur. Ouais. Je vois la souffrance dans vos yeux. Elle m'est très familière. Oh, une perte immense. Et vous êtes figé dans le temps désormais. Vous ne pouvez plus avancer.
ni même reculer d'ailleurs. Un merveilleux, que j'adore. Je l'ai encore doublé il n'y a pas longtemps, dans American Horror Story, il revient. Saison, ouais. Ouais, il revient là, on est en train de... Voilà. Et ouais, j'ai une passion pour cet acteur. Je ne suis pas du tout... À chaque fois qu'on m'a demandé de rencontrer les acteurs, j'ai dit non, parce que je n'ai pas une possession de l'anglais suffisante pour pouvoir discuter avec. Et si le gars ne parle pas bien français, ça m'emmerde un peu. Lui, c'est le seul, si jamais un jour il vient en France et qu'il dit tiens, j'aimerais bien entendre la voix, faire venir la voix, l'acteur qui me double, j'irai avec plaisir. Parce que lui, vraiment, c'est un acteur magnifique, merveilleux, que j'adore. Mais dans American Horror Story, globalement, les acteurs sont vraiment super. Parce qu'en plus, chaque saison, c'est des personnages qui sont complètement, ils passent de tout. Et puis la série est quand même très originale. La série est originale. Elle est déjantée grave. Et elle est très... Et pour les acteurs, ce genre de série, c'est un vrai bonheur. Parce que c'est des sources d'inspiration passionnantes. J'adore cette série parce qu'effectivement, et puis moi j'aime bien déraper aussi dans le jeu, donc, et lui et cet acteur en particulier, mais cette série-là, elle est aussi très intéressante sur l'imaginaire. Il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein. Et justement, quand on est acteur, c'est intéressant d'aller faire de la synchro parce qu'on a une multitude d'univers et ça nourrit l'imaginaire. On vous retrouve aussi dans la série La Servante écarlate, dans le rôle du commandant Lawrence, interprété par Bradley Whitford. Si j'ai aidé Emily, c'est parce qu'elle est dotée d'une intelligence hors du commun. Parce qu'elle pourrait être utile au monde, un jour ou l'autre. Vous seriez monté dans la camionnette si ça avait été votre cas. Vous savez pourquoi je suis restée? Je crois que votre fille me tient plus à cœur qu'à vous. L'univers de la série est très particulier. Vous connaissiez l'histoire avant d'arriver, pareil? Ou pareil que Walking Dead, vous connaissiez pas du tout le truc? Pas du tout. Ça a été pour se mettre dans l'histoire? Non, elle est très très intéressante. Mais attends, je dis pas du tout, mais quand je fais un enregistrement, d'abord on m'explique comment est la série, machin, etc. Et en général, quand je rentre chez moi, j'ai 2 filles et une femme qui suivent beaucoup tout ça et qui, je dis, j'ai fait La Servante écarlate. Ah bon, papa. Alors elle m'explique, elle me raconte. Donc en général, à la maison, on vous avez les infos à la maison, quoi. J'ai le dictionnaire à la maison. On l'a dit tout à l'heure, donc vous étiez la voix française de Clarence Gilliard, donc Trivette dans Walker Texas Ranger, Michael Gill dans House of Cards, ou encore Peter Scolari dans la série Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ouais, c'est un très bon souvenir. Ça remonte aussi un petit peu, Chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est un très bon souvenir. Et là aussi, cet acteur était... Je ne l'ai pas revu beaucoup après. Non, je crois qu'il n'a pas fait grand-chose. Non, pas grand-chose. Mais il était très exceptionnel dans cette série-là. Il était drôle. Ouais. La série était assez riche dans la drôlerie. Et ça aussi, c'est un bon souvenir, très bon souvenir. Ouais. C'était Magali Barnet, je crois, qui dirigeait. D'accord. Ouais. Et ça aussi, c'est un très bon souvenir. Ouais. Quand on regarde du coup toute votre carrière dans le doublage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dans le travail de doublage ou dans les rôles que vous avez doublés? Tu sais, dans le doublage, comme il y a une constante avec le reste, qu'on soit à l'image ou qu'on fasse du doublage, ce qui compte principalement, c'est le jeu. On peut penser qu'on est assez réduit puisque quelqu'un a déjà fait le travail et que nous, on vient se greffer dessus. Pas du tout. C'est une espèce de travail de faussaire. Mais si vous ne jouez pas, il ne se passe rien. Donc au-delà du fait de coller à un rythme et puis à l'interprétation d'un acteur, parce qu'il faut le trahir le moins possible, il y a toute cette part de jeu qui est une part extrêmement importante, même si elle ne se voit pas forcément. Et finalement, c'est la même chose à l'image ou en doublage, c'est pareil. Donc, il n'y a rien de particulier qui me... Comment dirais-je, qui ressort de ce support-là, si ce n'est encore une fois celui d'entretenir le jeu, l'intérêt, l'amusement du jeu. C'est ça qui est le plus important. Quand on l'oublie, ça ne fonctionne pas bien. Alors, je ne sais pas si la notion de jeu est quelque chose que les gens comprennent, mais pour nous, acteurs, la notion de jeu, d'amusement personnel, quand on interprète quelqu'un, ou qu'on imite quelqu'un, alors je ne sais pas si le terme imiter est bien justement, mais sans jeu, c'est pas bon. Il faut du jeu. Sans jeu, c'est ce qu'on appelle de l'eau tiède. C'est-à-dire vous enfilez des perles, vous enfilez des phrases comme ça, puis il ne se passe rien.
Et ce qui a fait les grands acteurs de doublage, type Poivet et bien d'autres, c'est leur faculté à la fois à aller surfer sur l'original, mais en plus d'y mettre leurs pattes à eux de jeu. C'est un supplément de vie, en fait. Ouais. C'est impressionnant. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on n'imagine pas toute cette partie-là, nous, quand on regarde quelque chose. Mais qui a elle été est doublé. essentielle, celle-là. Elle est essentielle. Au fond, c'est ce qui fait la différence entre un bon doublage et un pas bon doublage. Oui, c'est ça. Un pas bon doublage, ça va être ce qu'on a encore une fois, ce qu'on appelle de l'eau tiède, c'est-à-dire des mots qui s'enchaînent les uns derrière les autres sans intention vraie. Et l'autre doublage, le bon, c'est celui où les acteurs qui sont vivants et qui jouent, qui s'amusent vraiment, où les rails de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient en original sont un prétexte au jeu. Voilà, je vais le dire comme ça. Okay. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à mes questions. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Pour terminer cette interview, je vais donner la parole à notre bon vieux Giles. Il faut que je prévienne Buffy. L'apocalypse n'est pas loin. Renseignez-vous. Peut-être qu'il y a un moyen d'essayer de pallier ces difficultés-là. Merci.